Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce premier numéro de l'émission Sans Tabou qui vous donnera beaucoup plus d'éclairage sur les questions de la vie nationale, donc politique, sociale et économique. Le parti IPRONA connaît des dissensions internes qui ne datent pas d'hier. L'histoire retiendra qu'il y a eu toujours l'IPRONA institutionnel et l'IPRONA en dehors du gouvernement. Pendant qu'ils avaient entamé un processus de réunification, on a vu jaillir une autre aile qui sera cette fois donc institutionnelle. Et parfois, une certaine opinion croirait que c'est le CNDD-FDD qui serait l'instigateur de ces soubresauts au sein de ce parti UPRONA. C'est qu'à rejeter bien sûr en bloc ce parti CNDD-FDD. Alors pourquoi la situation a-t-elle été en ce moment ainsi? Quels sont les principes à la base de ce mouvement? Et peut-on espérer qu'il y aurait éventuellement des remèdes? Quel serait l'intérêt du parti CNDD-FDD à orchestrer ces dissensions? Voilà donc les questions autour desquelles nous reviendrons au cours de ce débat, auquel nous avons convié nos deux invités que mon confrère François pourra donc présenter. À vous, François. Professeur Évariste Ngaïm-Henda, vous êtes considéré, ou bien on vous considère comme le vice-président du parti IPRONA. Bonsoir. Bonsoir, ne me considérez pas, j'ai été élu par le comité central du parti IPRONA. Alors, toutefois, il y a d'autres qui revendiquent cette position, mais toutefois, on pourra évoluer. Ce sont des gens qui veulent évoluer en dehors des statuts du parti. D'accord, on y reviendra. Et à côté de moi, à ma droite, nous sommes avec Honorable Festus Nhanyungu. Vous êtes l'élu du peuple, mais aussi une des personnalités influentes au sein du parti CNDD-FDD. Bonsoir aussi. Bonsoir, mais ce que vous venez de déclarer, ça vous engage de dire que je suis influent. Ce que je sais, c'est que le parti m'a demandé de venir aujourd'hui et rencontrer... Vous êtes dans le du parti CNDD-FDD. Exactement. Il m'a dit que j'allais rencontrer mon ami ici. Avec qui peut-être. Non, avec qui je fais connaissance. Je dois dire que je ne connaissais pas très bien, au point que quand j'ai vu justement votre collègue, François, j'ai dit, monsieur le professeur, bonjour. Anecdote. En fait, si nous aussi... Mais il m'a dit qu'on se connaissait en Belgique et je ne me rappelais plus. D'accord, donc soyez tous les nôtres. Il y a à peu près une vingtaine d'années. D'accord, mais il y a longtemps. C'est très important. C'est bon, soyez tous les nôtres sur la télévision nationale pour éclairer l'opinion nationale et internationale sur les questions d'actualité. Ma première question s'adresse à mon professeur Évariste Ngaïm-Henda, peut-être une question anodine. Comment vous sentez-vous après la libération de votre confrère Tassien Sibomana? Bon, bien sûr que je me sens très bien, vous devez vous en douter. Mais je vais, par rapport à ça, je vais rappeler une anecdote. En 1972, ça devait être au mois de février, lorsque le président Michombero a gracié les personnes condamnées dans le cadre de l'affaire Ntungumburanye et consorts, comme on l'appelait à l'époque, comme on l'appelle d'ailleurs de façon historique, on a demandé à la ville ici de venir manifester à l'honneur de la grandeur d'âme du président Michombero. Et il y a des étudiants de l'université du Burundi qui, bien sûr, comme tout le monde, sont venus manifester. Et ils avaient caché comment on appelle ça, une pancarte, une banderole, une pancarte sur laquelle était indiqué « On ne peut pas vivre de grâce, on vit du droit ». Ok, donc je suis satisfait, mais j'aurais aimé que mon collègue Tassien ne passe pas les 4 nuits qu'il vient de passer à la BCR. Je ne sais pas si vous connaissez les conditions qui prévalent là-bas. Alors, lorsque vous y passez 4 nuits, pour vous entendre dire par la suite qu'on n'a retenu aucune charge, bon, vous comprenez très bien que ça ne peut pas faire la joie de quelqu'un. Aussi, monsieur le professeur, quel regard portez-vous sur la situation actuelle que connaît votre parti? La situation actuelle que connaît mon parti est une situation difficile. Difficile parce que le parti fait face à des interférences extérieures qui, malheureusement, s'appuient sur des membres du parti, certes extrêmement minoritaires, mais ce n'est pas parce qu'ils sont extrêmement minoritaires qu'ils ne sont pas nuisibles. Deuxièmement, la situation
que vit mon parti est une situation pleine d'espoir. Pleine d'espoir parce que on vient de consacrer l'étape la plus importante de la réunification du parti avec la mise en place du leadership au sommet. Plein d'espoir parce que tous les militants de la base au sommet soutiennent ce processus. Plein d'espoir enfin parce que, de mon point de vue, à travers cette réussite du processus dans un contexte extrêmement difficile, extrêmement pénible, je sais ce que les Badasigana ont dû affronter rien que pour arriver à Bujumbura. Je sais ce qu'ils ont dû davantage affronter lorsqu'ils sont arrivés à Bujumbura. Eh bien, à travers cette expérience, je trouve que l'IPRONA, en tant qu'aîné des partis par rapport à l'ensemble du paysage politique burundais, vient quand même de donner, de mon point de vue, une bonne leçon de démocratie. Parce que ce n'était pas facile de nous réunifier. Il a fallu que les uns et les autres se surpassent. Il a fallu que les uns et les autres regardent vers l'avenir et acceptent individuellement et collectivement de subordonner les intérêts ou les calculs individuels aux intérêts supérieurs du parti et de la nation. Voilà un peu comment je pourrais rapidement qualifier la situation que traverse mon parti. Vous évoquez évidemment les interférences externes. De quoi voulez-vous parler exactement? Je vais parler plus exactement des interférences du parti au pouvoir, plus particulièrement... Avec quelle preuve, monsieur le professeur? Ok, je vais vous donner les preuves, puisque vous les voulez. Je les ai toujours données. Je vais les récapituler aujourd'hui. Je disais donc plus particulièrement avec l'interférence par le ministre de l'Intérieur interposée. Je m'en vais avec les preuves. Le 20 mars 2011, nous lui avons transmis une motion de défiance à l'encontre du député Niwe Ankana, alors président du parti IPRONA. Et je vais vous donner les bases légales et statutaires de cette motion de défiance. D'abord, la loi interdit l'interférence des pouvoirs publics dans le fonctionnement interne des partis. Ça veut dire en fait que le rôle du ministère de l'Intérieur, c'est de veiller premièrement que l'organisation et le fonctionnement des partis respectent la législation nationale et deuxièmement, que ce fonctionnement respecte la légalité interne des partis. Que disent nos statuts par rapport à cette légalité interne? Il y a d'abord une lecture inversée que fait le ministre de l'Intérieur lorsqu'il s'agit d'interpréter les statuts du parti IPRONA. L'article 28 de nos statuts établit la hiérarchie des organes du parti et place dans l'ordre le Congrès en tête, ensuite le comité central et en troisième position le président et le vice-président pris ensemble. Or, je constate à travers une récente prestation du ministre de l'Intérieur qu'il place d'abord le président du parti, ensuite le vice-président du parti, alors que les deux ne sont jamais pris séparément. D'ailleurs, nos statuts disent qu'ils sont solidairement responsables devant le comité central. Donc, ce n'est pas le comité central qui est responsable devant le président ou le vice-président, c'est l'inverse. Mais permettez qu'on s'entende sur une chose, c'est que d'abord, le ministre de l'Intérieur, c'est ce qu'il a fait. Lui aussi, il a interrogé la loi. Il y a des textes, évidemment, on pourra y revenir parce que on y reviendra. Laisse-moi d'abord évoluer avec les statuts. Oui, parce que vous avez déjà émis des reproches envers le ministre qui proviennent d'un parti au pouvoir. Mais vous m'avez demandé de fournir les preuves. Oui, c'est ça. Vous ne voulez pas que je les fournisse. Non, vous allez revenir parce qu'on ne peut pas consacrer tout ce temps à donner beaucoup plus de preuves là. On a déjà senti que vous en avez et finalement, on pourra entendre M. Festus Nanyongo, qui représente le parti au pouvoir et qui est pointé comme l'instigateur de ce mouvement que connaît le parti IPRONA à travers tout ce qu'ils ont eu comme déclaration. Pour vous, est-ce que ils ont tort? Tout à l'heure, merci pour la question. Quand nous entrions dans le studio,
avec le professeur Gaïm Penda, je lui ai posé une question concernant le doctorat qu'il a fait en Belgique, parce que je ne connaissais pas, c'était question d'information. Il m'a dit qu'il a fait l'histoire aussi, donc le doctorat en histoire. Et je voudrais donc d'abord qu'on s'interroge historiquement sur le parti IPRONA. Et comme il a fait l'histoire, hein, c'est un domaine qu'il maîtrise. Il m'excusera si jamais je n'avais pas autant de connaissances sur la question comme lui, sur l'histoire. Mais en tout cas, sur le parti de l'IPRONA, j'ai suivi l'IPRONA. Je connais le parti IPRONA de l'extérieur, comme je connais d'autres partis de l'extérieur. Ou probablement que vous étiez aussi membre de l'IPRONA comme... Je n'ai jamais été membre du parti IPRONA et je ne compte pas être un jour membre du parti IPRONA. Bon, ça, c'est votre J'en ai des raisons, ce n'est pas la raison aujourd'hui. D'accord. Il dit que le CNDD-FDD est à la base des dissensions ou des problèmes internes que connaîtrait le parti IPRONA. Nous lui concédons l'assertion, enfin disons l'affirmation. Il a le droit, nous sommes en démocratie. Et comme nous sommes en démocratie, j'ai également le droit de répliquer pacifiquement. Nous ne sommes pas en guerre, nous échangeons uniquement. Et on espérait même qu'il n'y aurait pas de polémique, comme les professeurs, et que nous avons tous les deux, des niveaux d'études assez élevés. Nous pourrions échanger les idées plutôt que d'échanger les mauvaises paroles. Alors, je vais tenter de répondre à son interrogation qui se dirige vers le parti CNDD-FDD comme provoquant certaines dissensions à l'intérieur du parti IPRONA. J'en vais d'abord, dès le départ, à partir de l'assassinat du prince Rwagasore. Quand le prince Rwagasore a été assassiné, qui était donc le chef du parti IPRONA, aussitôt, depuis cette période-là, depuis la mort du prince Rwagasore, le parti IPRONA n'a jamais été conduit, ne s'est jamais conduit véritablement comme un parti politique unifié, ayant à sa tête un leadership. C'est ce que je vais démontrer. Un peu de mots. Aussitôt, le prince Rwagasore est assassiné, il s'est créé deux ailes à l'intérieur. Les dites Casablanca et l'autre Monrovia. Passons les détails parce qu'on n'y arriverait pas si on devait développer tout ça. Et puis, avec ces dissensions, il y a eu un manque de leadership à l'intérieur parce que c'était bicéphale. On ne savait pas qui dirigeait quoi. Au point que le parti a mené à générer une histoire. Parce qu'il n'y avait pas d'autre parti. Il était seul. Le parti PP, qui était un tout petit parti, n'avait rien. Le parti IPRONA avait raflé toutes les voix en 61. Donc, il n'existait pas. Non, il avait été décimé, mais ce qu'il a resté. Vous voyez, les Bilori, tous les princes et bataillons étaient liquidés, les chefs de ce parti-là. Donc, c'était le parti qui était dirigé par donc Rwagasore qui était resté. Il avait vraiment eu beaucoup de voix pour l'indépendance. Alors, les deux ailes, se combattant dans l'intérieur, s'il dit qu'en ce moment-là, il y a eu des interférences extérieures, c'est aussi possible. Mais de toute façon, c'était deux ailes à l'intérieur, Casablanca et Monrovia. Cette situation créée au sein du parti IPRONA par les IPRONistes eux-mêmes, pas créée par eux-mêmes. En tout cas, les acteurs étaient eux-mêmes. Ce n'est pas des Belges qui étaient là-dedans. Les Belges étaient partis. Il faut qu'ils disent qui était à l'intérieur si ce n'était que les Burundais. En ce moment-là, une telle situation de non-gouvernance, de non-leadership au sein de l'IPRONA, après Rwagasore, a conduit à ce que finalement, il y ait des gens qui viennent diriger de l'extérieur le parti IPRONA. C'est qui ça? Ce sont les militaires. C'est d'abord Michombero. Il est devenu le président de l'IPRONA, ce qu'on n'a jamais vu nulle part ailleurs. Un parti politique normalement n'est pas dirigé par un chef militaire. Et alors, ça a continué avec Bagaza, ça a continué avec Buyoya. Pour ainsi dire, pendant toute cette période, jusqu'aux élections de 1993, le parti IPRONA a eu comme leader les chefs militaires
ce qui était chef d'état-major ou chef de l'armée. C'est pour ainsi dire que le parti PRONA, à l'intérieur, en tant que civil, ils n'ont jamais eu un chef accepté comme président élu par un congrès. Je vais aller vite. Est-ce que je peux... Non, s'il vous plaît, vraiment. Je réponds à cette question et puis vous m'interrogez après. Sinon, on va s'interrompre. Je vais montrer que le parti PRONA a connu des dissensions depuis pratiquement sa naissance après la mort donc, de Rwagasore. Nous en sommes donc maintenant en 93. En 93, ce parti-là, qui était en ce moment-là dirigé par le président Buyoya, effectivement, ou virtuellement par un autre civil, et nous a amené à ce que vous savez, le coup d'État. Et puis finalement, il y a eu la guerre civile. Donc c'est un parti qui a toujours conduit le Burundi dans des problèmes, étant donné les problèmes internes. Donc le parti IPRONA, depuis juste à l'indépendance, juste avant l'indépendance, après la mort de Rwagasore, a toujours connu des dissensions. Et même à la veille, donc pendant les événements de 93, quand il fallait aller à Arusha, pendant cette période-là, Kajaga, etc., de nouveau, il s'est créé des ailes. Vous les connaissez? On disait que c'est Rukinwama qui était président donc, de l'IPRONA, mais allez voir la signature de l'accord d'Arusha. C'est Barognese qui a signé, et c'est Niyonsaba pour le gouvernement, mais le parti n'était pas là. Pour ainsi dire, donc, j'en termine comme première conclusion, en ce qui me concerne, pour dire que le parti IPRONA, c'est un parti qui a été toujours dans le désordre, en n'ayant pas un leader visible. Je vais en terminer en disant quoi. Par ailleurs, quand on voit les autres partis politiques, on voit le Frodebo par exemple, en 93, il avait un chef incontesté qu'on acceptait, c'était le président Meki Ondadaye. Et puis par après aujourd'hui, le CNDD-FDD par exemple, je dis des partis qui ont assumé le pouvoir comme premier. Aujourd'hui, le parti CNDD-FDD, on sait bien qu'il y a un chef du parti et qui est incontesté. Et les décisions prises à l'intérieur du parti sont transmises à l'extérieur par les chefs et ce n'est pas contesté à l'intérieur. Mais chez eux, depuis tout ce que je vous ai dit depuis l'indépendance, nul chef n'a été contesté. En ajoutant en plus que, un petit mot, je termine. D'ajouter jusqu'à la fin là. C'est la dernière chose que j'ajoute. Il est d'accord parce que après ça on va débattre. Je m'exprimerai. D'accord. Je dois dire que en plus de ça, si vous suivez l'IPRONA, aucun chef chez eux qui est détenu Hutu n'a jamais pu être respecté chez eux. Alors que le parti était censé être majoritairement Hutu dès le départ avec Rwagasore. Si vous voulez qu'on aille dans tout ça, je vous le dirai. Okay, en attendant, maintenant, vous venez de démontrer un certain nombre d'éléments qui montrent qu'il y a toujours des problèmes. Mais visiblement, c'est le cours normal de tous les partis politiques, y compris le CNDD-FDD, parce que c'est l'histoire aussi qui monte depuis Nyangoma, Ndaïkengrouké. Mais comme on dit, ce qui est mauvais, ce n'est pas de trébucher. On ne peut pas être sur le terrain marché, ne pas trébucher. Mais ce qui est mauvais, c'est de rester quand on a trébuché et vous restez couché. Il faut se relever. Mais eux ne se relèvent pas. Et chaque fois qu'eux-mêmes ils tombent, c'est normal qu'il y ait des problèmes qu'on tombe à l'intérieur. Mais chaque fois, ils disent je ne me relève pas parce que celui qui m'a fait tomber n'est pas encore venu pour me relever. Il est de l'extérieur. C'est le CNDD-FDD aujourd'hui. Et puis, c'était les Bazungu dans le temps, donc les colonisateurs. Alors, professeur, maintenant, après tout ce que vient de dire l'honorable Festus, c'est que les problèmes internes, vous les avez connus, sont toujours provenus de l'intérieur, de vous-même, les membres de l'IPRONA. Bien sûr qu'il n'a pas contesté ou rejeté l'existence éventuelle des influences externes que vous avez évoquées au cours de votre... quand vous vous êtes exprimé. Alors, par rapport à tout cela, est-ce que vous avez une certaine responsabilité que vous acceptez au sein de votre parti, vous en tant qu'iproniste, parce qu'aller influencer jusqu'à pouvoir vous scinder en deux, c'est-à-dire qu'il y a faiblesse quelque part, la réunification était mise en doute. Pourquoi on parvient toujours à attirer quelques-uns pour ne rester qu'avec les autres, et puis l'histoire se passe comme ça? J'ajoute, en tant qu'iproniste et aussi historien, puisqu'il a évoqué le mot historien, oui.
Tout à fait, je suis historien et j'ai écrit un livre où je reviens beaucoup sur l'histoire de l'IPRONA, spécialement dans la période des péri-indépendantistes. Je suis très à l'aise quand j'entends cette analyse de la part de l'honorable Festus, avec quand même une insinuation que je n'accepte pas du tout. Ne dites plus que aucun chef de l'IPRONA n'a jamais été accepté, surtout lorsqu'il était Hutu. C'est une insinuation, outre qu'elle est fausse, elle est très dangereuse pour un parti, elle est très tendancieuse surtout, pour un parti nationaliste et transethnique comme l'IPRONA. Je ne sais pas si je devais vous récapituler tous les chefs Hutus que cet IPRONA a eu, ça serait mieux. Bon, je crois, je peux parler de nous pour commencer. Je peux parler de Bamina, je peux parler tout récemment de Mayugi, de Mukasi, de Rukingama. Vous allez me dire qu'aujourd'hui encore, 20 ans après, il y en a qui se réclament de Mukasi. Vous allez me dire que Mayugi n'était pas respecté jusqu'à ce qu'on l'enterre à Kumugumia, au siège du parti. C'est quand même un peu triché. Bon, je ne vais pas m'y étendre trop. Maintenant, l'IPRONA a toujours eu des problèmes. C'est vrai. En fait, une organisation qui n'a pas de problème n'en est pas une. Cela, au moins, je pense que les Burundais, nous devrions apprendre à positiver les problèmes. L'IPRONA a toujours eu des problèmes. Il y a eu toujours des interférences extérieures. Vous ne pouvez pas analyser Casablanca-Morovia sans tenir compte de la guerre froide. Je ne vais pas trop m'y étendre. Ce n'est pas l'objet de ce jour, de ce débat. Donc, l'IPRONA n'a pas toujours eu de problèmes de chef. Ce n'est pas une bande de gens incontrôlés. Non. Je vais plutôt vous dire que ce qui se passe à l'IPRONA, c'est la preuve que cet IPRONA est un parti démocratique. Je ne crois pas que, par exemple, même aujourd'hui que l'IPRONA nourrit la presse, je ne crois pas que l'IPRONA ait plus de problèmes que votre formation politique, par exemple. La différence, c'est laquelle? La différence, c'est qu'à l'IPRONA, au moins, nous savons exprimer nos problèmes et sur la place publique. D'abord en interne, et quand ça ne marche pas, on va jusqu'au tribunal. Ce n'est pas souhaitable, évidemment, mais c'est un choix qu'on ne peut pas exclure, même la loi prévoit cela. L'honorable Festus ne me dira pas qu'ils sont plus cohérents chez eux lorsqu'il connaît les conditions dans lesquelles l'honorable l'honorable Hussein Rajab a été chassé. 24 heures avant qu'il ne soit chassé, Rajab était président du CNDD-FDD et nul ne pouvait présumer ce qui allait se passer 24 heures après. Je crois savoir que le jour où vous l'avez chassé, vous êtes entré dans la salle du Congrès sans bic ni mobile, mon ami. Donc, l'IPRONA au moins on sait exprimer ses problèmes. Maintenant, je vais quand même dire que la différence aujourd'hui, c'est que les problèmes de l'IPRONA sont orchestrés du dehors et plus exactement du système CNDD-FDD pendant longtemps par le ministre de l'Intérieur interposé et depuis tout récemment, je crois que le ministre de l'Intérieur a été consolidé par une équipe beaucoup plus importante parce que peut-être l'enjeu est aussi de taille. Mes chers amis, je m'en vais cette fois-ci avec le récapitulatif des séquences qui démontre très bien que la responsabilité du ministre de l'Intérieur est absolument totale. Donc, tout à l'heure, j'ai donné la hiérarchie des organes, mais l'article 33 des statuts définit en plus la compétence du comité central. Les compétences habituelles, les compétences entre le Congrès. Et cet article fait du comité central l'organe de direction nationale du parti qui, à ce titre, a la plénitude de prendre toutes mesures utiles relatives au fonctionnement du parti. Les articles 13 à 11 parlent des devoirs et du régime des sanctions. Et un des devoirs du militant,
c'est de respecter, de faire respecter les décisions des organes. Et je dois rappeler par rapport à ça que le 2 février, Mme Consili Nibigira comme Nio Yangana ont été suspendus par le même comité central qui a toutes ses compétences pour prendre n'importe quelle décision. Je vais revenir un peu en arrière. En janvier 2012, nous fondons justement sur les compétences de ce comité central qui, au terme de nos statuts toujours, délibère à la majorité absolue des membres présents. La majorité des membres centrales, plus nombreuse que celle qui avait émis la motion de censure, a convoqué un congrès extraordinaire du parti pour le 12 janvier 2012. Le ministre de l'Intérieur, qui a pourtant les statuts dans son bureau, y a réservé une fin de non-recevoir. Bien, chemin faisant, il a laissé passer le fameux congrès de Gitega et par la suite, il a écrit à l'honorable Ndi Itige une lettre de prise d'acte où il a déclaré, tenez bien, non pas légal, mais légitime. Est-ce qu'une autorité politique, fut-elle ministre de l'Intérieur, peut conférer la légitimité à un chef de parti? Bien, pourquoi en fait a-t-il agi ainsi? Il a agi ainsi parce qu'il fallait trouver un président du parti fragile qui avaliserait toutes les décisions ou toutes les mesures que le CNDD-FDD voudrait passer. Et pour cela, il fallait qu'il soit à la fois fragile et illégal. Comme ça, il resterait éternellement fidèle. C'est le même ministre de l'Intérieur qui vient de retirer la fameuse la prise d'acte. Pourquoi? Parce qu'il y a eu conflit autour de 3 dossiers. 1. La Constitution qui devait absolument être révisée dans 2 directions. La première direction majeure, c'est comment dirais-je, le renoncement à l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation. La deuxième direction, c'était le 3e mandat que recherche le président Nkurunziza. Le deuxième dossier, c'est la SNTB. Je ne reviens pas sur les termes de la polémique. Le 3e dossier, c'est la CVR. N'eût été ça, je suis sûr que l'honorable Ndi Itige serait encore dans les bonnes grâces du CNDD-FDD. Sinon, comment expliquer qu'on ait gagné 3 procès le 11 septembre 2012 et que malgré cela, il ait toléré le congrès de Gitega? Comment expliquer qu'il y ait eu pourvoi en cassation contre les 3 arrêts et qu'on ait été à plusieurs reprises chez le président de la Cour suprême et qu'il y ait toujours opposé une fin de non-recevoir? Mais il a suffi que naisse cette polémique autour des 3 dossiers pour qu'on rouvre sans qu'on le demande les 3 dossiers pendant en justice et qu'on les fixe vraiment en toute urgence. Pourquoi? Parce qu'il fallait faire comprendre à l'honorable Ndi Itige que s'il ne revenait pas faire allégeance, il en avait pour ses frais. Et c'est ça que nous sommes en train de vivre avec le retour de Nio Yangana. Nio Yangana renonce à un cadeau que lui fait le ministre Edouard Nduwimana toujours. Il dit, je prends acte de ta démission. Nio Yangana n'a jamais démissionné. Nio Yangana a pris acte qu'il n'est pas président du parti Prona. On ne peut pas démissionner d'un poste qu'on n'occupe pas. Et voilà qu'il vient de nommer Madame Consili Nibigira dans des conditions tout aussi troubles. Alors pourquoi vous ne parvenez pas à maîtriser vos membres justement pour les mettre sur le même rail? C'est ça le problème que vous avez au sein de votre parti. Pourquoi vous ne parvenez pas à les maîtriser? Quel parti, face au terrorisme et à la corruption ambiante, maîtrise aujourd'hui ses membres au Burundi? Donnez-moi un seul. Alors, excusez, monsieur le professeur, aujourd'hui nous sommes dans une situation où les ministres sont déjà là, le premier vice-président est là et tous sont membres du parti IPRONA. Comment comptez-vous vous y prendre face à cette situation? Ils sont là, je le constate, comme ils représentent l'IPRONA aussi. Comme vous le constatez. Ils ne représentent pas l'IPRONA. C'est ce que je vais vous dire. Ils ne représentent pas l'IPRONA. Pourquoi? Parce que la Constitution de la République du Burundi dit bien, je crois, dans son article 129, je crois,
que lorsque 128, que lorsque le premier vice-président en vient à cesser définitivement ses fonctions, il est remplacé par un premier vice-président de la même ethnie, même politique. Appartenance politique, sous-entendu, et c'est explicite, selon la même procédure, ça veut dire avec la consultation de son parti. Or, et le premier vice-président et les ministres qui l'accompagnent, qui sont là, n'ont été envoyés, que je sache, par aucun organe du parti. Les candidats premier vice-président qui ont été envoyés par la direction du parti, je les connais, c'est l'honorable Sokoza, c'est l'honorable Saïngouvou et c'est l'honorable Gassoutoua. Qui de cela est premier vice-président? Donc ce premier vice-président, il n'est en rien l'envoyé du parti PRONA. Et pour preuve, les réunions, les délibérations qui ont précédé son choix n'impliquaient pas que des membres de l'IPRONA. C'est des réunions qu'on a suivies mais quand même, vous reconnaissez quand même que au niveau de votre organisation politique, au niveau de votre formation politique, Concili tout de même était la vice-présidente quand Concili était vice-présidente du parti PRONA jusqu'au 2 août 2012. À partir du 3 août 2012, Concili n'était plus vice-présidente de l'IPRONA. Si elle avait voulu le rester, elle aurait dû l'obtenir du comité central du parti PRONA. Ce comité central n'a plus été convoqué depuis le 20 mars 2011. La deuxième fois qu'il a été convoqué depuis le 20 mars 2011, c'était le 2 février 2014. Donc, dans tout et lorsque, après 3 ans, parce que le président et le vice-président sont élus pour une période de 3 ans, lorsqu'ils ne peuvent pas ou ils ne veulent pas organiser un congrès national, eh bien, la direction et la gestion des affaires du parti reviennent de droit au comité central du parti PRONA. Alors, et dans tout cela, vous impliquez le parti au pouvoir et le ministre... Est-ce que la démonstration que j'ai faite ne vous suffit pas pour vraiment comprendre que le ministre de l'Intérieur est un acteur clé depuis au moins mars 2011 dans la crise que traverse l'IPRONA aujourd'hui? Est-ce qu'au moins vous acceptez qu'à un certain moment, en politique, on peut jouer le jeu d'affaiblir un adversaire et comme on le fait dans le football où on doit systématiquement changer en restant dans les limites de la légalité, je suis prêt à concéder. En violant la loi, ça devient autre chose. Est-ce que vous n'acceptez pas qu'il a agi comme le ministre de l'Intérieur et non pas comme un membre du parti au pouvoir? Je constate, 1, qu'il est ministre de l'Intérieur, 2, qu'il est membre du parti au pouvoir et pas n'importe quel membre. Et aussi, il a voulu faire... Et je constate que son parti ne le désavoue pas. Et je constate, quatrièmement, qu'il n'agit plus seul. Mais le président du parti au pouvoir, son porte-parole, avait également rejeté ça, malgré que vous les incitiez à ce qu'ils reconnaissent... C'est normal qu'il le rejette. Alors, mais ma question n'est pas celle-là. Il ne vous dira jamais, bien sûr, le CNDD-FDD est en train de détruire l'IPRONA. Mais est-ce que les arguments que je vous ai donnés vous suffisent ou ne vous suffisent pas pour vous faire une idée? L'honorable Fessus, donc, professeur Ngaï Menda vient d'évoquer toute une série de reproches qui prouvent que certainement il y aurait une réalité par rapport à ces allégations qu'il porte contre votre parti. Est-ce que pour vous, le ministre de l'Intérieur ou les réunions qui ont été tenues justement pour décider qui doit ou ne pas doit faire partie de l'équipe qui représentait le gouvernement là-bas, avaient convié le CNDD? Vous avez été associé, quel que soit, parce qu'il vous a reproché d'avoir orchestré tout ça et que tout ce qui se fait aujourd'hui, c'est sous la casquette ou l'influence de votre parti. Quel est votre rôle? D'abord, avant d'arriver juste dans ces détails, qu'il maîtrise parfaitement de l'intérêt de son parti avec son point de vue,
Ça, c'est son côté. Mais nous parlons surtout du côté national. La question est nationale, la question est politique, elle est même internationale, parce que ça implique le mode extérieur, les diplomates et tout ça. Nous revenons donc du côté de la politique, et non pas du côté du fonctionnement interne. De toute façon, on va y arriver pour une question de statut. Tout le monde sait que chaque parti politique a des statuts, et ces statuts sont déposés au ministère de l'Intérieur, et il ne peut pas en avoir une lecture personnelle de M. Ngaï Mpenda ou bien de M. Nditije. C'est une lecture qui doit être conforme, qu'on ne doit pas demander à un consultant pour lui les statuts d'un parti politique. Et c'est donc la loi sur les partis politiques que j'ai ici et indique que les documents qu'il faut déposer au ministère de l'Intérieur, il ne doit pas nous lire le document de l'Intérieur, nous savons lire ça. Et le ministère de l'Intérieur sait lire, et la Cour constitutionnelle sait lire, et le président de la République sait lire. Et toutes les personnalités du pays savent lire ça. Il ne peut quand même pas nous annoncer, nous faire lire un texte comme si les Burundais nous étaient des analphabètes, qu'on se comprenne bien. Que M. Ngaï Mpenda ne donne pas à me dire « Nous, à l'IPRONA, on fait ça, comme si on ne savait pas lire ». Pourquoi est-ce qu'il veut nous expliquer l'IPRONA comme si ce n'était pas écrit? Si c'est écrit, nous savons lire et je n'allais pas... Vous lui avez donné le temps suffisant pour qu'il parle. Vous me laisserez le temps suffisant pour parler. Vous ne l'avez pas interrompu, vous ne m'interrompez pas non plus. Nous sommes d'accord. J'ai à dire, laissez-moi dire. Alors, lui... il voudrait qu'on aille voir les virguites, tout ceci de ce qu'ils ont dit comme congrès, comme, disons, comité central, les chamailles qui sont à l'intérieur, les investigues, les polémiques à l'intérieur. On n'est pas venu ici pour voir les polémiques de l'intérieur du parti Prona. Chaque parti a ses problèmes, mais c'est comment les résoudre. Ce que nous demandons à l'IPRONA, et toute la population demande à l'IPRONA, c'est de se présenter comme un parti politique qui n'amène pas de problèmes dans le pays, mais qui se comporte comme tous les autres partis politiques se conformer à la loi. Jusqu'alors, c'est le parti IPRONA qui ne se conforme pas à la loi. Il ne faut pas inverser les choses. Ce n'est pas la lecture qu'ils en donnent de leur statut qui doit changer la loi au Burundi. La démocratie est basée principalement sur les élections et surtout sur la loi. Est-ce qu'eux ne savaient pas lire la loi au parti IPRONA? Le parti IPRONA, me semble-t-il, c'est le parti qui a le plus d'intellectuels au Burundi. C'est le parti qui a plus de doctorants, donc des docteurs en droit, dans tout. C'est eux qui sont spécialistes dans tous les domaines du Burundi. Pourquoi? Parce que ça renferme des gens qui ont fait des études depuis l'indépendance, alors que les autres n'en bénéficiaient pas. Ils n'allaient pas faire des études en Belgique, ailleurs, pour les doctorats. Donc, ce sont des gens très intelligents. Qu'on ne nous amène pas donc un professeur qui, comme on dit en Belgique du moins, veut nous rouler dans la farine. Ce n'est pas ça qu'il faut faire. Il ne faut pas commencer à nous rouler en disant qu'ils ne savent pas ce qui se passe dans ce pays. Il sait bien, le professeur, que le parti Prona, en faisant tout ça aujourd'hui, a une stratégie. La stratégie de l'IPRONA aujourd'hui, c'est de déstabiliser la démocratie. Alors, puisque tout à l'heure j'ai fait l'historique, une déclaration. Je vais démontrer tout ça. Le parti Prona, j'insiste, je répète encore, veut déstabiliser la démocratie. Mais comment? Je vais y arriver, comme vous avez le temps. C'est une déclaration. Oui, il veut déstabiliser les institutions du pays, donc les institutions démocratiques. Mais ce n'est pas à son premier essai. Le parti Prona a d'abord déstabilisé la démocratie en 1965. Il y a eu des élections en 1965, alors qu'on venait d'assassiner le premier ministre Ngendandou Oumoué, très respecté. Le compagnon, un des grands compagnons, sinon le scribe de monsieur, donc du prince Rwagasore, qui pouvait le remplacer, comme Mirele Kane ou d'autres. Comme il a dit que je ne parle pas de tout de tout, je lui conseille de ça. On aura l'occasion d'en parler sous un autre aspect. Effectivement, on ne peut pas tout dire aujourd'hui, mais qui reconnaissent en attendant ce que j'ai dit. Aucun leader Hutu n'a jamais pu s'imposer dans le parti Prona. Alors que de toute façon, dès le départ, le parti Prona majoritairement était Hutu. Et petit à petit, il s'est transformé pour se baser sur
une ethnie minoritaire par rapport à la majorité. Pourtant, il y a Si vous êtes d'accord ou pas d'accord, laissez-moi continuer. Parce que vous l'avez continué, vous laissez continuer. Je pour continue sur ma démonstration que je dis en 65, je répète, monsieur le journaliste, en 1965, le parti Prona a déstabilisé la démocratie. C'était la première fois, après l'indépendance, que nous avons eu des élections. Avec le parti Prona, cela a conduit à ce que finalement les militaires fassent ce qu'ils ont fait, les coups d'État, etc. Et la conséquence, c'est que les parlementaires Hutus, qui étaient plus de 2/3 au Parlement, en ce moment-là, ont été tous assassinés. Et depuis lors, on a eu des problèmes. Le parti Prona, c'était l'instigateur de tout ça, parce que c'était le seul parti qui était au pouvoir. Il ne pouvait pas dire qu'il y en avait un autre. Je continue la démonstration, vous m'avez demandé de démontrer mon affirmation que le parti Iprona a une stratégie et que pour le moment, voyant où vont les choses, ayant perdu les élections en 2010, vous savez qu'il a même failli quitter, et donc le processus électoral, étant donné les résultats qui n'était pas très bon au niveau donc communal, et finalement a rejoint. Mais de toute façon, n'a pas eu beaucoup de voix. Alors maintenant, en voyant ce qui va arriver avec 2015, probablement, en voyant qu'il ne va pas avoir beaucoup de voix, parce qu'il n'en aura pas, comme le CNDD-FDD de toute façon, quoi qu'il arrive, ça je l'affirme encore, le parti Iprona ne pourra pas jamais avoir le même score que le parti CNDD-FDD. Ce qui fait que, je le sais, je le vois, tout le monde le sait. Moi je l'affirme, lui il a affirmé ce qu'il voulait, moi aussi j'affirme ce que je sais pour mon côté. Je continue à démontrer que, en 1965, c'est le parti Iprona qui a joué avec les militaires pour en arriver finalement à ce qu'il devienne un parti unique en gouvernant avec les militaires. En 1993, vous avez vu les élections. Alors, déstabiliser la démocratie, quoi. C'est le parti Prona qui a travaillé avec les militaires de nouveau pour opérer le coup d'État. Amener finalement le chaos dans le pays. Mais avec et donc, la même intention. Il avait perdu... Monsieur le journaliste, s'il vous plaît, je vous demande... Je termine là. Oui. Non, vous demandez la démonstration de choses graves. Oh, j'ai donné une affirmation grave, forte, qui dit quoi? Que le parti Prona, ce qu'il fait aujourd'hui, c'est de déstabiliser la démocratie. Et je l'affirme et je le démontre. En partant de l'histoire, en 1965, en 1993, chaque fois, il a travaillé pour que les résultats des élections, les institutions élues en 65, en 1993, ne puissent pas gouverner normalement. Maintenant qu'il voit que déjà, en 2010, il voulait déstabiliser avec d'autres en quittant les élections, aujourd'hui, il veut le faire préventivement en disant nous allons créer le vide politique, nous allons déstabiliser les institutions, créer le blocage institutionnel. J'en termine là. Le blocage Pourquoi ils ne l'ont pas fait en 2005 Le blocage institutionnel qu'il voulait provoquer, je ne sais même pas s'il ne le continue pas. C'est pourquoi maintenant, ce parti-là, je veux dire ceux qui sont du groupe Ndonga Impenda, veut déstabiliser dans l'ensemble les institutions démocratiques pour que nous n'allions pas dans les élections de 2015 normalement. Mais de toute façon, on ira là-bas et qui se prépare plutôt à voir ses résultats avec les scores qui lui conviennent et non pas en déstabilisant la population, en nous faisant revenir donc dans les maquis et d'autres choses. Alors, vous venez de dire qu'effectivement, c'est un parti qui ne peut pas gagner les élections 2015. Et il veut se déstabiliser. Donc, il veut déstabiliser. Il veut avoir sa part, alors, la force militaire. Comment voulez-vous qu'un parti aussi... Vous avez entendu, monsieur le journaliste, oui, c'est ça. Comment voulez-vous qu'un parti aussi faible... Le bâtonnier qui travaille avec eux a dit que les militaires se soulèvent, que les policiers se soulèvent, etc., etc. Ce que je dis, c'est affirmé et c'est prouvé parce que de toute façon, il y a des déclarations qu'ils ont fait eux-mêmes que Akara Mbaraye, etc., les morts, tout ça, pour dire qu'ils préféraient que dans ce pays... À entendre les péripéties que vous venez d'évoquer, on risque de donner raison à l'Iprona qui dit que c'est vous qui êtes l'instigateur de tout. C'est votre droit. Alors, je ne commente pas. C'est ça. Alors, vous semblez dire donc que c'est un parti qui n'a pas assez de demandes, des assises populaires. Mais vous craignez à gagner gouvernement. Mais vous craignez quand même son influence sur tout ce qui peut arriver comme problème au niveau du pays. C'est ça. Ce sont des affirmations. Est-ce que j'ai dit qu'on lui laissera faire?
Donc, ça veut dire que vous êtes tenu donc à pouvoir barrer. Est-ce que j'ai dit que le pouvoir, lui, laissera faire pour créer le chaos? En démocratie, non pas. Vous avez entendu ce qu'a dit son Excellence, Monsieur le Président de la République. Celui qui commencera la guerre quelque part, donc, il doit savoir que c'est par là même que la guerre devrait se terminer. Alors, professeur, finalement, d'après ce que vient de dire l'honorable Festus, c'est que votre question actuellement qui préoccupe, qui nourrit l'opinion, qui nourrit la presse, est liée effectivement à la stratégie politique que vous auriez par rapport aux échéances de 2015, étant donné que vous l'auriez fait auparavant. Il a énuméré quelques échéances dans lesquelles vous avez pu faire ce que vous avez fait. Et finalement, on sort dans ces reproches de dissensions internes qui ne sont pas liées qui effectivement ne peuvent pas être liées à autre chose. Donc ce sont les échéances de 2015 que vous craignez, c'est ça ce qu'il vient de dire. C'est des conflits d'intérêts. Bien, merci pour la question. Je voudrais quand même plaider pour un recentrage du débat. Parce que quand vous nous avez invités, c'était pour parler de la crise actuelle. Cela ne veut pas dire que j'ai peur du débat historique. Et je vous invite à nous inviter de nouveau avec mon ami, l'honorable Festus, s'il veut, pour qu'on mène ce débat historique. Bon, c'est-à-dire ça ne m'effraie pas du tout. C'est ça. C'est-à-dire qu'en ce moment... Je ne crois pas qu'il soit ici nécessaire de revenir sur 1965, sur 1993, pour un certain nombre de raisons. Oui, c'est ça. Je vais y revenir. L'IPRONA de 1965 n'est pas l'IPRONA de 2013 ou 2014. Le Burundi de 1965 n'est pas le Burundi de 2014. Cela est aussi valable pour 1993. Maintenant, pour en parler, de quoi est-ce que l'IPRONA est responsable en 1965? Parce que c'est très facile quand vous tronquez la vérité. Je suis historien. J'ai suffisamment investigué là-dessus pour savoir ce qui s'est passé en 1965. Mais on ne peut pas replonger je vais dire dans tout ce débat, simplement que l'IPRONA n'a absolument aucune, mais alors aucune responsabilité dans le déclenchement des événements de 1965 et dans ce qui s'en est suivi. Si, bon, je n'irai pas plus, je n'irai pas plus loin. 1993, admettons que on risque de... Non, parce que c'est un débat qui m'est imposé. Alors, mais par rapport à 1993, honorable Festus, vous êtes au pouvoir depuis 2005. L'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation prévoit une commission vérité-réconciliation assortie d'un volet judiciaire. Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer sur ce terrain? Pourquoi vous voulez vous complaire dans des accusations parfois gratuites et sans fin? Avançons et clarifions l'histoire, clôturons le dossier pour que on ne continue pas à être comptable, tout comme tout, vous comme nous, des erreurs dont nous ne sommes peut-être pas responsables. Maintenant, je reviens sur quelques autres aspects quand même assez... Bon, il nous dit, voilà, vous n'aurez pas beaucoup de voix comme le CNDD-FDD. Est-ce qu'on peut comprendre, honorable Festus, que vous avez déjà les résultats en poche des élections de 2015? Ce sont des estimations. Parce que le meilleur sorcier du monde, le meilleur devin du monde, le meilleur spécialiste des élections du monde est absolument incapable de nous dire combien de voix aura le CNDD-FDD et combien en aura l'IPRONA. Parce que je sache, les comportements électoraux partout au monde sont une chose éminemment dynamique. Vous pouvez avoir plus, comme vous pouvez avoir moins. Et ne soyez pas surpris demain. Si vous en avez plus, vous serez très agréablement surpris. Si vous en avez moins, comprenez aussi que c'est de l'ordre du possible. Si c'est arrivé au Frodebo, il n'y a pas de raison qu'un jour ça ne puisse pas vous arriver. Si c'est arrivé à l'IPRONA, il n'y a pas de raison qu'un jour ça ne puisse pas vous arriver. Effectivement, l'analyse du comportement électoral de 2010 et de l'IPRONA, c'est quand même assez grave de la part d'un homme aussi responsable et aussi âgé que l'est, comme l'honorable Festus.
je crois que vous devriez plutôt saluer le sens élevé de responsabilité du parti PRONA, qui, malgré le contexte que vous connaissez parfaitement, qui a nourri la chronique à l'époque, a choisi malgré tout de revenir aux élections. Je ne crois pas que l'UPRONA a joué à la paralysie. Au contraire, l'UPRONA a joué la carte de la responsabilité citoyenne et nationale. Si bien que, accuser aujourd'hui l'UPRONA de vouloir sommer le chaos, ce que vous ne lui permettrez pas, avec un tel niveau de responsabilité, c'est grave. Et ce sont des insinuations qui ont pour effet, certains, de dresser la population contre nos militants. Et ça, ce n'est pas très responsable. Et ça, c'est même grave. Vous accusez le bâtonnier de travailler avec nous. Quel élément avez-vous pour dire que le bâtonnier travaille avec nous? Nous, on n'est pas des avocats. On est un parti politique, comme le vôtre, et on fonctionne comme parti politique. Et je vais terminer par là. Nous savons lire la loi. Mais tu veux me terroriser à base de ça, malgré qu'au début de cette émission, on se soit convenu qu'on allait se traiter avec courtoisie. Tu veux me terroriser à base d'affirmations que vous ne voulez pas étayer. Ce que j'affirme, je démontre, c'est pas en quoi est-ce que l'UPRONA, dans son fonctionnement, en quoi est-ce que l'UPRONA ne respecte pas la loi, honorable chef? Montrez-moi où est la télé, je vais enlever la télé. Tu me terrorises parce que tu dis ils ont des intellectuels, mais je répète ce que j'affirme sur la déstabilisation que vous voulez. En quoi est-ce que je vous roule dans la farine? Et si vous voulez que j'aille un rôle plus loin dans la déstabilisation, je suis prêt à y aller. Montre d'abord. C'est pour la déstabilisation. Pour la déstabilisation. J'utilise, monsieur le professeur. C'est sur cette base que mon collègue Tassien a été arrêté. Je vous dis que la force de mon affirmation, c'est l'argument. Si vous n'êtes pas d'accord avec l'argument, on y viendra. Je vais donc commenter un peu. Je vais commenter un peu ce que vous avez dit. Démontre d'abord que l'UPRONA ne respecte pas la loi. Ok, d'accord. Alors, démontre ensuite que l'UPRONA veut et est en train de déstabiliser les institutions. D'accord. Alors, professeur... Affirmer, ce n'est pas démontrer. Oui, il avait terminé à des mots que j'allais... Attention. En fait, permettez que je pose une question. Oui, alors, finalement, on venait de comprendre qu'en ce moment, les problèmes qu'il y a au sein de l'UPRONA, vous semblez charger le ministère de l'Intérieur et... finalement, l'honorable professeur a dit, écoutez, il faudra donc faire attention. C'est-à-dire, à un certain moment, il semble avoir appuyé le rôle qu'a joué le ministère de l'Intérieur, comme quoi vous voudriez peut-être songer à entrer dans un système négocié parce que les résultats, vous n'êtes pas confiant en ce que vous aurez comme résultat à l'issue des échéances 2015. Bon, je parlais tout à l'heure du terrorisme. Il nous dit que nous acheminons vers le blocage institutionnel. C'est ce que vous vouliez? Quel est votre... Non, l'UPRONA est assez responsable pour jouer au blocage institutionnel. Il est tellement responsable que malgré que la loi, la Constitution plus exactement, lui donnait un délai de 30 jours, vous l'avez contraint, avec l'espoir qu'il n'y arriverait pas, de vous donner la liste des candidats premiers présidentiables dans les 7 jours. Il l'a fait dans les 5 jours. Mais puisqu'il n'était pas dans votre intérêt de prendre un candidat de l'UPRONA réel, vous êtes passé outre et vous avez pris un candidat que vous aviez vous-même fabriqué avec l'aide des transfuges de l'UPRONA. Maintenant, l'objectif de l'UPRONA n'est pas d'avoir un nombre de voix supérieur ou égal aux voix du CNDD-FDD. Non. L'UPRONA, c'est l'UPRONA. Il aura un score que lui donneront les électeurs et l'UPRONA s'en satisfera. Le problème, c'est que, comme on l'a fait pour le FNL, comme on l'a fait pour le Frodebo en son temps, comme on l'a fait pour l'UPD, le problème, et c'est ça la véritable source de nos malheurs, c'est que vous ne vouliez aucun autre parti sur l'espace public. Et plus concrètement, en fait, ce qui vous fait peur, c'est quoi? Ce n'est pas l'UPRONA qui a peur. C'est le CNDD qui a peur. Il a peur de quoi? Il a peur de la unification de l'UPRONA. C'est ça le véritable problème.
Je vous concède, pour éviter le terrorisme dont vous parlez, je vous concède votre... Non, vous pouvez me terroriser. Je suis habitué à vous affronter. Non. Votre terrorisme ne me terrorise plus. Sentez-vous libre à me terroriser. D'accord. Oui. Commentez sur la lecture de la loi. Donc, faites lire la loi et dire la loi. C'est les organes judiciaires qui disent la loi. Autrement dit, le jugement et d'autres choses. Mais nous lire, alors, au niveau du CNDD-FDD, nous savons lire la loi, et tel que nous lisons la loi, la Cour suprême a pris un arrêt, et cet arrêt est conforme à la loi, et le ministre de l'Intérieur n'a fait que suivre, comme d'ailleurs la Cour suprême le lui demandait. Le problème à l'IPRONA, c'est que justement, continuant la politique de désert depuis pratiquement longtemps, comme je l'ai démontré, depuis Casablanca et Monrovia en 60 après la mort de Ouagassore, aujourd'hui, ce n'est pas l'ensemble du l'IPRONA quand nous parlons de tout ça. C'est ceux qui se considèrent comme étant la plus orthodoxe, je n'en sais rien qui dit ça. Sinon, de toute façon, avec le président légal aujourd'hui, autrement dit, Mme Consili Nibigira, nous marchons dans la lecture de la loi et nous suivons ce qu'a dit la loi. Elle est Hutu. Qui ça? Consili. Et si vous n'avez retenu que ça, je ne répondrai pas. Revenez. Mais en quoi est-ce qu'elle est légale? Elle est légale parce que... Mais la loi de l'Intérieur n'est pas la loi. Qu'aucun Hutu n'a été respecté au sein de l'IPRONA. Alors, actuellement... Il y en a au moins une qui est respectée. Gardez ce que vous voulez. Parce que créée par le CNDD. Gardez ce que vous voulez. J'ai dit beaucoup de choses. Gardez ce que vous voulez. Pardon, fais vite, il y a encore besoin d'intervenir. Allons très vite. Oui. Donc, nous lisons au CNDD-FDD ce que dit la loi. Nous le lisons. J'ai dit qu'on ne va pas nous en prendre comment lire la loi. Ça, c'est une chose. La démonstration que l'IPRONA veut déstabiliser la démocratie, je l'ai terminée, et s'il veut, on y reviendra. Et si même il fallait l'écrire dans les articles, que nous comparions deux articles. Je fais une colonne pour montrer que l'IPRONA veut déstabiliser la démocratie, et lui va montrer comment se fait autrement. C'est une chose. Parce qu'il a dit que... Non, s'il vous plaît, je commande d'abord, il a dit, l'IPRONA... et le CNDD, pourquoi est-ce que j'ai dit que est-ce que je suis sollicité? C'était des alliés en ce moment. Que je suis sollicité quand je dis que le CNDD-FDD, moi je le fais comme partout, j'ai fait la sociologie et les analyses d'opinion, qu'est-ce qu'on fait? Il y a des choses qu'on estime à partir des critères donnés. Quand vous voyez dans les élections communales passées en 2010 que l'IPRONA aille 6% et que le CNDD-FDD aille plus de 60%, la conclusion, à moins qu'il y ait une catastrophe naturelle, il est impossible que l'IPRONA monte de 6% à 60%. La démonstration est terminée. Comme ça, il pensait que j'étais en train d'inventer. Je ne prends que des chiffres. 6% et 60%, ça fait 10 fois plus. Je vois mal comment un parti qui est en train de faire tout ça va remonter de fois multiplié par 10. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour remonter? Vous avez parlé de la sévère en disant que nous pourrions, en parler du parti CNDD-FDD, et mettre en place tout ça. Vous avez parlé de la CNTB, vous avez parlé de la Constitution. Je vais brièvement dire ceci. Tout ça aujourd'hui, ces dossiers traînent parce que le parti IPRONA nous enlise dans ces amendements qu'il amène que nous n'avions jamais eu jusqu'à présent. On votait les lois à 100% pratiquement. Mais aujourd'hui, ils ont amené plus de 100 amendements sur la sévère. Vous comprenez? 100 amendements. Ce que ça veut dire. Chaque amendement doit être analysé. C'est une question aussi qui devrait être suivie de près. La loi le permet, il n'y a pas de problème. Mais vous voyez, ils analysent comme ça, ils savent ce qu'ils veulent. Alors, l'accord d'Arusha avec la Constitution. D'abord, le parti prenant devrait se remémorer ce qu'il a fait en 2005. Le parti prenant n'a pas voté la Constitution. Ils ont demandé qu'on vote non. Et aujourd'hui, il veut se faire champion de la Constitution et de l'accord d'Arusha pour... Non. En politique, c'est dynamique. Non. En tout cas, c'est nous qui devions les premiers défendre ça. Ce n'est pas eux qui doivent être plus champions que nous. Donc, c'est une autre stratégie qui est derrière. Donc, c'est la même stratégie de stabiliser qui est là-dedans. La CNTB, aujourd'hui, c'est voté. Il reste donc la Cour à regard avec ceci. Mais pourquoi est-ce qu'ils bloquent tout ça? Mais c'est la même chose. On ne veut pas qu'on applique l'accord d'Arusha. L'accord d'Arusha va
amener à ce que les ethnies, avec tous les groupes sociaux, se sentent burundais et non pas ethniquement Hutu et Tutsi, chez eux, je l'ai dit et je vais le répéter, ils ont passé du parti Prona et de son assise dans la population très majoritairement Hutu, et maintenant ils sont allés très minoritairement Tutsi. Ils ont un problème chez eux. Ok. Qu'est-ce que vous proposiez actuellement La proposition est simple. Moi, s'il fallait proposer une chose, le parti Prona, je vais donner un exemple. Un parti politique qu'il connaît, c'était le OSP. Il connaît en Belgique. Socialiste Parti en Belgique. A eu des problèmes comme celui-ci, de gouvernance. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait appel à un consultant. Et le consultant a montré ce qu'il fallait pour que ce parti s'en sorte. C'est ce que je proposais à l'IPRONA. Il faut qu'il demande à un consultant qu'il voit les problèmes depuis l'indépendance qu'il y a là pour savoir aujourd'hui qu'est-ce qui peut devenir. Ce n'est pas à moi à lui donner des solutions. J'indique seulement et on le fait par. D'autant plus que vous êtes son adversaire. Quand une société, concurrent politique. Non, attention. Un parti politique, c'est comme une société qui est gérée. Il y a des hommes, il y a tout ça. Donc, quand vous gérez il peut y avoir des problèmes de gestion. En ce moment-là, on fait appel. Quand la régie des eaux, quand toute autre société a des problèmes, le Sokabo et d'autres, a des problèmes, il fait quoi? Ce n'est pas le directeur général qui fait ça. Ce n'est pas son conseil d'administration. Il fait l'audit externe et puis il commandite en général un consultant. Qui commandite des consultants? Mais je ne suis pas candidat. Ok, d'accord, on comprend. Alors, ce ne sont pas les consultants qui manquent à l'IPRONA. On en a beaucoup. Gaston Ebaya, il travaille très étroitement avec le Mitré. Ce ne sont pas les consultants qui manquent. Non, j'ai évité que les journalistes me disent est-ce que vous êtes candidat? Je ne suis pas candidat. Non, j'arrête de demander de rejoindre pour que professeur, l'équipe soit un peu plus consolidée. Vous êtes un consultant. Peut-on espérer une autre énième réunification, une tentative de réunification pour récupérer finalement ceux que vous avez perdus qui sont au gouvernement, même si vous n'acceptez pas, alors qu'ils ont prêté serment devant... Je voudrais m'exprimer pour dire que la réunification va bon train. Quel est le problème? Le problème, c'est que le CNDD-FDD... On veut une solution, justement. On veut une solution. Le problème, on a déjà senti le problème, on attend une solution. Comme il l'a pensé. Honorable Festus, il est parlementaire. Il était là lorsqu'on a investi le premier vice-président de la République. Vous prenez un premier vice-président de la République, vous l'investissez. Sur 17 députés de l'IPRONA, vous n'en avez qu'un seul, l'honorable Nio Yangana, qui a déjà pris fait cause pour vous. Les honorables députés, hier, vont au siège de leur parti, la police les enferme dedans. Ce siège est gardé par la police. Vous avez un président du parti, je ne sais pas s'il est président ou vice-présidente, que vous avez nommé contre la volonté de 94% du comité central. Et maintenant, vous la déclarez légale. Au fait, c'est quoi la légalité chez vous? Est-ce que le ministre de l'Intérieur est-il la loi elle-même, ou bien est-il la source de la loi, ou alors il est là pour faire respecter la loi, plus concrètement, comme je l'ai dit, pour voir si la création et le fonctionnement des partis politiques respectent la légalité nationale, 1, et 2, respectent la légalité interne à eux, consacrés par les statuts. Et j'ai un peu expliqué au début ce que disaient les statuts. Et vous me reprochez de vous rouler dans... Il faut que je réponde à cette question. La justice a dit la loi. La justice, c'est la loi. Qu'est-ce que vous demanderiez? Vous demanderiez quoi, justement? Vous demanderiez quoi? Solution. C'est très simple. Qu'on laisse l'IPRONA s'organiser. Et l'IPRONA s'est déjà organisé. Merci. Parce que, par un vote du comité central, il a déjà mis en place sa direction nationale, qui a reçu le mandat de parachever le processus de réunification, et que le CNDD-FDD s'interdise de nommer ceux qui doivent gérer l'IPRONA, que le ministre de l'Intérieur veille tout simplement
que l'IPRONA fonctionne en fonction de sa légalité interne. Donc, vous ce n'est pas si n'aurez pas compliqué. besoin, c'est ça. Vous n'aurez pas besoin de consultants. De consultants, On ni de a faire assez un de dicté intérieur. consultants, en plus de ceux qui nous ont prêtés. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, on tient donc à vous remercier. On s'excuse parce que le temps qui nous a été imparti touche à sa fin. De toute façon, il a dit que l'investiture, il était qu'il a dit on n'a pas investi en fonction des partis politiques. Les députés de l'IPRONA, comme des autres partis politiques qui sont là-bas, sont nationaux. Donc, il n'avait pas à dire qu'il y a parti. Il y a eu suffisamment. Je n'ai pas contesté les représentations. Voilà, nationales. merci. On tient donc La à vous question remercier. n'est pas là. On tient donc à vous remercier, professeur Ngaï Menda. Merci d'avoir accepté Je vous notre remercie invitation. également. Je vous remercie surtout pour m'avoir fait rencontrer avec l'honorable Fessus. Merci que je n'avais beaucoup. plus On vu tient depuis. donc à vous remercier, l'honorable Fessus Nanyongo, pour avoir accepté notre invitation pour l'émission. Oui. Certainement que la prochaine. Moi, je trouve que c'est bien. Il n'y a pas tellement de terrorisme dans le débat. Ok, d'accord. Alors, merci beaucoup à mon confrère François d'avoir co-animé avec moi cette émission. Merci à toutes et à tous de nous avoir su bien nous accompagner. Nous vous retrouvons la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'émission Sans Tabou. Bonne soirée.